Et bonjour à tous, ici Monsieur Marie pour votre continuité pédagogique en premier enseignement scientifique, j'espère que vous allez bien. On corrige aujourd'hui du coup comme promis les exercices que je vous avais donné à faire pour ceux qui n'étaient pas là du coup, sachant que pour ceux qui étaient là vous avez déjà la correction, à part la fin du 12, du coup je vous ai promis de faire en vidéo et ce sera chose faite aujourd'hui. Allez, on y va tout de suite du coup, on commence avec l'exercice numéro 4, page 25, où vous aviez du coup un petit texte et il fallait déterminer petit 1 la composition du noyau d'hélium 4 et de lithium 7, sachant que le chiffre que vous avez en haut est le nombre de nucléons et le chiffre que vous avez en bas est le nombre de protons. Eh bien ça vient très très rapide, c'est une simple soustraction. L'hélium ici, vous voyez qu'il possède 4 nucléons, dont 2 protons. Bah forcément, pour avoir 4 nucléons, il faut lui rajouter 2 neutrons, et vous avez la composition du noyau, du coup 2 neutrons, 2 protons. Pour lithium, pareil, 7 nucléons, dont 3 protons, 7-3, ça fait 4 neutrons, et vous avez encore une fois la bonne réponse. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous faites le chiffre d'en haut moins le chiffre d'en bas pour avoir le nombre de neutrons, et le chiffre d'en bas pour avoir le nombre de protons, et vous avez la constitution du noyau. On ne parlera pas d'électrons, je vous rappelle, qui ne sont pas dans le noyau. Question numéro 2. Comment nomme-t-on du coup les noyaux d'hélium 3 et d'hélium 4? On appelle ça des isotopes. Ce sont deux versions en fait du même atome qui ne diffèrent que de leur masse ou que de leur nombre de neutrons. Parce que si vous changez du coup le nombre de protons, vous changez d'élément. Si vous retirez un neutron à l'hélium, vous avez un hydrogène. Et si vous en rajoutez un, vous transformez ça en lithium. Tout simplement. 3. Les transformations chimiques ne modifient pas le nombre de protons dans chaque élément. Je vous rappelle que les réactions chimiques sont une recombinaison des atomes constituant les molécules entre elles, ou une association de molécules ou d'atomes entre eux. Donc du coup, vous ne changez pas les éléments qui sont présents entre le début et la fin de votre réaction. Ça veut dire du coup que si vous avez trois différents éléments chimiques qui sont, je sais pas, carbone, hydrogène et oxygène, à la fin, vous n'allez pas les retrouver liés aux mêmes choses, vous allez les retrouver en même proportion et vous aurez encore une fois du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc du coup, pour synthétiser les éléments plus lourds après le Big Bang, eh bien, il a fallu recourir à un autre type de transformation, une transformation nucléaire du coup, de fusion, qui est appelée du coup nucléosynthèse, puisqu'elle se fait du coup à très haute température et très haute pression dans le cœur des étoiles. On passe à l'exercice suivant, du coup le numéro 6, page 26. Vous avez du coup la courbe qui est ici, sera toujours la même quand on vous demande de représenter la courbe donnant l'évolution de la masse en fonction du temps. La courbe c'est toujours la même, soit le nombre d'atomes ou soit la masse, c'est pareil, vu qu'on est à masse molaire constante. Donc du coup, si vous avez plus d'atomes, il y a plus de masse. C'est mathématique, c'est une proportionnalité. Donc du coup, vous avez bien la même type de courbe. Question numéro 2, déterminer la masse du thorium restant au bout de 57 jours. Au bout de 57 jours, ce qui équivaut à 3 fois la demi-vie, il va vous rester la moitié de la moitié de la moitié. Vous avez dit 3 fois la moitié parce que 3 demi-vies. Donc 3 fois la moitié, ça fait 1/8 de votre nombre d'atomes de départ. Et vu qu'on vous dit dans l'énoncé qu'on avait au début 1 microgramme de thorium, il ne reste plus que 1/8 de ce microgramme et ça correspond à 0,125 microgrammes. D'ailleurs, à microgramme, il n'y a pas de S parce que vous n'avez pas plusieurs microgrammes. Voilà, vous en avez moins de 1, donc il n'y a pas de S. Question numéro 3. Calculez la durée nécessaire pour qu'il ne reste plus que 6,25% de noyau de thorium. Donc si je compte avec vous normalement des divisions par 2, au début vous avez 100%. Au bout d'une demi-vie, je divise par 2, il ne reste plus que 50%. Au bout d'une deuxième demi-vie, je divise par 2, il ne reste plus que 25%. Je redivise par 2 encore une fois, 12,5%. Et si je divise par 2 encore une fois, j'arrive à 12,5 divisé par 2, 6,25%. Donc j'ai bien divisé 4 fois par 2, donc je suis à 4 demi-vies. Et donc du coup, c'est comme si j'avais divisé par 16 normalement. Du coup, si c'est au bout de 4 demi-vies qu'il me faut... Enfin, si au bout de 4 demi-vies, il me reste plus que 6,5%, eh bien la durée nécessaire pour qu'il me reste plus que 6,5% des noyaux de départ, c'est 4 demi-vies. Et chaque demi-vie, du coup, vaut 19 jours. Donc je fais 4 fois 19, soit 76 jours. Voilà comment il fallait résoudre, du coup, ce numéro 6. On passe, du coup, au numéro 10 que nous avions à faire. Vous voyez du coup que la scintigraphie, on demande de tracer le nombre de noyaux, donc là je l'ai bien fait. En cours je l'ai fait rapidement parce qu'on n'avait qu'une heure pour corriger les 4 exercices. Donc je l'ai fait globalement à main levée. Là par contre j'ai pris un logiciel et j'ai fait ça de manière plus
plus adéquate. D'ailleurs, j'ai mon mot qui est un petit peu tronqué, je vais le décaler là-bas. Voilà, allez, hop, pousse-toi. Donc vous avez ici, vous voyez que le nombre de noyaux radioactifs, d'ailleurs ici il y a une... Tac, que le... Voilà, là on est bon. Donc vous voyez que le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps, c'est tout ce qui fait dire à la question 1. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous tracez la courbe? Vous voyez bien que le nombre d'atomes baisse en fonction du temps. Numéro 2, au bout de combien de temps le nombre initial de noyaux est-il divisé par 2? Comment appelle-t-on cette durée? Le nombre de noyaux initial est divisé par 2 au bout d'environ 6 heures, quand vous regardez graphiquement. Si vous voulez répondre théoriquement, on dit que ça baisse de moitié au bout d'une demi-vie. Et du coup, c'était les deux notions qu'on attendait. Donc, au bout de combien de temps? 6 heures. Et comment on appelle cette période? On appelle ça la demi-vie. Petit 3, il est adapté. Pourquoi pourquoi ce traceur est adapté à son utilisation dans le domaine médical? Oui, en fait, un traceur, quand vous l'incorporez à un patient, le patient il va pas rester pendant 30 jours à l'hôpital ou 1 million d'années le temps que l'isotope radioactif s'en aille tranquillement par désintégration. Donc du coup, vous voulez lui incorporer un atome qui soit assez radioactif pour pouvoir avoir un contraste sur votre imagerie. Par contre, vous voulez pas qu'il reparte avec, donc du coup, il faut lui donner un truc qui a une demi-vie qui est assez courte et qui est pas trop irradiant non plus. Et dans ce cas-là, le technetium 99M, c'est pas technetium 99, c'est 99M, c'est quelque chose qu'on verra pas, mais bref, c'est son nom. Il est adapté parce qu'il est rapidement éliminé. Je vous rappelle que pour avoir éliminé la totalité, pour considérer que la totalité des atomes radioactifs sont désintégrés, il faut attendre 10 fois la demi-vie. Ça correspond à 99,99% des atomes du coup qui sont désintégrés. Et 10 fois la demi-vie, donc du coup vu qu'une demi-vie c'est 6 heures, 10 fois c'est 60 heures. Et du coup au bout de 60 heures il peut repartir chez lui. Donc le mec, normalement, au bout de 2 jours et demi, il peut rentrer chez lui, tout va bien. Voilà. Ensuite, quand je continue les exercices, on avait fait quoi? Oui, alors je vais revenir sur le 11 qu'on a vu en cours. Donc le 11, souvenez-vous, vous aviez une momie, voilà, et on vous demandait pourquoi le carbone 14 n'est plus renouvelé à partir du décès des êtres vivants. Voilà, donc ça c'est objectif, enfin c'est un exercice qui est objectif bac un petit peu, que je vous mets en bonus dans la vidéo. Donc du coup, premièrement, le carbone 14, on vous donne bien la phrase qui est ici. On vous dit qu'il est produit en continu dans l'atmosphère. Donc s'il est produit dans l'atmosphère, pour l'incorporer dans un être vivant, il faut le respirer. Si l'être vivant il est mort, il ne peut plus respirer. Donc voilà pourquoi ce taux de carbone 14 n'est plus renouvelé, parce que ça se passe par la respiration et qu'une fois décédé, le total absorbé n'est plus renouvelé, forcément. Question numéro 2. On vous demandait, en vous aidant de la courbe ci-dessus, de dater la momie. On vous dit que on mesurait une baisse de 40% de la proportion en carbone 14. Et s'il y a une baisse de 40%, ça veut dire que 100% qu'il y avait au début, moins 40%, on est à 60% restant. Et il faut du coup non pas s'orienter vers le 0,4 de l'axe des abscisses, il faut s'orienter vers le 0,6. Et ce 0,6, du coup, vous allez jusqu'à la courbe, comme je vous ai marqué là dans le schéma, et vous revenez du coup sur l'axe des abscisses, et ça équivaut à peu près, si vous faites une règle de 3, à 4300 ans. Voilà. Ouais. C'est bon. Ensuite, question numéro 3, peut-on utiliser la méthode de datation carbone 14 pour dater les dinosaures qui se sont éteints il y a 65,5 millions d'années? Et pourquoi? Regardez, au bout de la courbe, vous avez un 30 000 ans où il n'y a pratiquement plus rien. Au bout d'1 million d'années, il n'y a plus rien du tout, ça je vous le dis clairement. Et au bout de encore plus loin, c'est juste n'importe quoi. Donc du coup, on ne peut pas utiliser ça. D'ailleurs, il y a une autre information que vous aviez dans la courbe de départ, c'est que quand vous alliez sur le 0,5, vous voyez que la période, en fait, la demi-vie du carbone 14, elle était d'environ 5700 ans. Je l'ai trouvé sur Wikipédia, c'est 5730 ans exactement. Et donc du coup, si vous multipliez par 10, comme on avait vu dans l'exercice juste avant, du coup, il n'y aura plus de carbone 14 au bout de 57 300 ans. Ça veut dire qu'au bout de 65,5 millions d'années, tous les dinosaures que vous daterez, ils auront le même âge, soit 57 300 ans, parce qu'il n'y a plus aucun atome de carbone 14. Et donc, au-delà de cette valeur-là, vous ne pourrez pas dater avec précision, vous ne pourrez pas même dater tout court. Donc, du coup, impossible de dater des échantillons de quelque chose qui date de plus de 57 000 ans avec le carbone 14. Enfin, le numéro 12, page 28.
Nous avions du coup un énoncé que vous pouvez retrouver, là j'ai pas pu le mettre sur la même diapo parce que c'était beaucoup trop volumineux comme exercice. Dans tous les cas, on a commencé à le corriger en cours. Il faut savoir que du coup, il n'y a que 10% de la masse du Soleil qui est disponible pour les réactions thermonucléaires, pardon, les réactions de fusion nucléaire qui se passent en son sein, et que chaque réaction, selon la réaction selon l'équation de bilan qu'on nous avait donnée, consomme du coup 4 noyaux d'hydrogène, et dégage pour chaque réaction une énergie E. Le but du jeu, pour la question 1, c'est d'abord de déterminer quel est le nombre de réactions que vous pouvez faire au maximum avec les données qu'on vous donne. Donc du coup, vous savez qu'il y a 10% de la masse du Soleil qui est disponible pour ça. Et si je divise par la masse d'un proton, qui est pareil qu'un noyau d'hydrogène, hein, parce que un noyau d'hydrogène c'est juste un proton normalement, et que vous le multipliez par 4 parce qu'il y en a 4 qui sont consommés par réaction, eh bien vous trouvez du coup le nombre de réactions qu'on peut faire. Donc il faut faire les 10% que vous aviez dans l'énoncé fois la masse du Soleil, divisé par la masse d'un proton, fois 4, parce qu'on en consomme 4 par réaction. Et là, vous trouvez du coup une valeur, que vous appelez grand N. Et bien l'énergie totale qui va être libérée, ça va être l'énergie qui est libérée par une réaction de fusion nucléaire, fois le nombre de réactions que vous pouvez faire. Et à ce moment-là, du coup, vous avez que l'énergie totale, c'est égal à grand N, votre nombre que vous avez trouvé juste avant, fois E, l'énergie que vous libérez. Et si vous multipliez du coup l'un par l'autre, je vous rappelle que du coup pour N, vous aurez dû trouver une valeur, et que pour E, vous aviez 4 10 puissance moins 12 dans l'énoncé, et bien si vous multipliez l'un par l'autre, vous tombez du coup sur 1,0 10 puissance 44, et ça c'est en joules, je vous l'écris en toutes lettres, ça consomme 5 lettres, hein, le terme joule, le nom, propre joule, et non pas 3. Petit 2, on vous demandait du coup de déterminer le nombre d'années que pouvait du coup fonctionner un soleil. Alors du coup j'ai dit que la durée max de vie du soleil c'était delta T, et ce delta T en fait il est calculé à base de l'énergie qui est disponible, qui peut donner, divisé par l'énergie qu'il consomme par année. Et dès lors que vous avez ça, vous pouvez tomber dans le nombre d'années où il va pouvoir fonctionner sur ses réserves. Donc du coup l'énergie disponible c'est le 10 44 le 10 puissance 44 joules qu'on avait vu au-dessus, divisé par l'énergie consommée par année, qui est de 10 puissance 34, ça t'est donné dans l'énoncé. Si vous divisez l'un par l'autre, ça vous donne 10 puissance 10 années, et le 10 puissance 10 années, ça correspond grosso modo à 10 milliards d'années. Voilà, et c'est exactement la durée de vie du Soleil. Hein. Bon après, sachez que le temps qu'on calcule tout ça, le Soleil il a déjà fait sa vie. Hein, donc du coup là on est environ à la moitié. Petit 3, donc du coup pour répondre à la question, il fallait remarquer que T1 qu'on vous donnait, qu'on vous demandait, c'était égal du coup à 2 fois la demi-vie, et que donc au bout de 2 fois la demi-vie, il restera plus qu'un quart des atomes de bérium de départ. Voilà, j'espère que ça vous aura plu du coup et vous aura aidé à réviser. Dans tous les cas, à la rentrée, vous avez du coup le contrôle qui va arriver, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer cela au mieux. On se retrouve à la rentrée, faites de bonnes vacances et un bon travail, et d'ici là, portez-vous bien.